Je n'avais pas vu Mike depuis plusieurs mois. Il était plongé dans le travail et nos habituelles sorties du week-end avaient presque disparu. Puis, il m'a appelé un jeudi et m'a invité à boire un verre. J'ai immédiatement accepté. Mais j'ai remarqué à quel point il parlait de manière déprimée au téléphone. Au moment où je suis arrivée, Mike avait déjà commencé à boire et parlait de façon incohérente. Il semblait qu'un nuage sombre planait au-dessus de lui, devenant de plus en plus sombre à mesure que nous buvions. Finalement, je lui ai demandé ce qui se passait. Mike a pâli. Il semblait effrayé. Il a dit que c'était lié au travail. Je n'ai jamais su comment Mike gagnait sa vie. Je savais qu'il travaillait en ville dans le département technique et s'occupait des systèmes de surveillance vidéo. Mais je n'ai jamais su en quoi consistaient ces opérations quotidiennes qu'il a commencé à décrire en détail. Mike expliqua que des milliers de caméras étaient dispersées dans le centre-ville, les quartiers périphériques et les banlieues de notre ville d'1 million d'habitants. Sa responsabilité était de classer et d'archiver tout le matériel entrant. La majeure partie du matériel filmé était classée de manière très générale, conservé sur des disques durs et identifié par une longue combinaison de chiffres et de lettres pour un archivage catégorique. Ils étaient vraiment destinés à être oubliés. C'était une tâche difficile, mais Mike a développé et créé un programme de vérification utilisant l'intelligence artificielle qui identifiait les schémas communs dans le matériel filmé, puis sélectionnait les comportements anormaux pour analyse. La grande majorité ne méritait pas d'attention, environ 99% pour être précis. Ensuite, il restait 1% des accidents de voiture, des agressions, des viols, des enlèvements, des meurtres. Ils étaient placés dans une archive spéciale pour être utilisés dans les enquêtes criminelles. Et puis, il restait des fractions de pourcentage. Ils étaient conservés dans une archive secrète et contenaient des images capturant des événements qui, selon l'opinion générale, étaient inexplicables. Cela s'appelait l'archive de Tartare. J'ai cherché le mot Tartare et j'ai découvert que c'était l'une des prisons les plus sombres et profondes de la mythologie grecque. On dit que si on laisse tomber un enclume du ciel, elle atteindra la terre en 7 jours. Il faudra encore 7 jours pour que l'enclume atteigne le Tartare. C'était l'endroit où les titans étaient envoyés quand il n'y avait plus de place pour les contenir. Lorsque Sisyphe a été condamné à une éternité de futilité et de désespoir, en essayant de faire rouler un gros rocher en haut d'une colline, cette punition a été exécutée dans le Tartare. Il s'avère que ce nom correspond assez bien au contenu croissant de l'archive. Certains clips pourraient être attribués à des anomalies optiques étranges dans la caméra ou à des reflets de lumière, voire à des toxicomanes se promenant dans le métro. D'autres clips, cependant, échappaient à toute logique. D'autres choses, voilà ce qui a captivé l'esprit de Mike. Ce soir-là, il enfreignait le protocole et rapportait des disques durs à la maison la nuit. En réalité, il assemblait le matériel filmé ensemble, identifiait et compilait les aberrations répétées, puis les éditait en séquences linéaires. Mike voulait me montrer certains d'entre eux. Ce n'était pas de la vantardise ou une démonstration. C'était plus comme partager un lourd fardeau.
J'ai demandé s'il ne risquait pas d'avoir des ennuis, mais il a balayé cette idée. J'ai dit que oui, bien sûr, je voulais voir ce qui se passait dans ma ville. Mike m'a conduit dans son bureau où il avait des moniteurs, des tours et plein de matériel externe installé. Nous nous sommes assis et il a nerveusement feuilleté plusieurs disques. Puis il s'est arrêté sur un. Mike m'a dit que cette anomalie portait le nom de code « Source de la Sénat ». Il a appuyé sur lecture. Sur le plus grand écran, des images en noir et blanc sont apparues, montrant le passage Sébastien, l'une de nos rues moins attrayantes du centre-ville, à 3h du matin. L'angle de la caméra montrait la rue menant vers le centre-ville. La rue semblait vide et silencieuse. Une femme est sortie d'une rue latérale et a marché vers la caméra. En s'approchant de l'intersection, elle s'est retournée par-dessus son épaule et semblait crier. La femme s'est précipitée hors de vue, passant devant la caméra, qui a basculé sur un nouveau angle plus large, provenant d'une autre caméra de l'autre côté de la rue. Nous avons regardé une femme courir, apparemment poursuivie. Mais elle était seule dans la rue. Il n'y avait personne autour d'elle. La femme continuait de crier en courant, pendant que les caméras la suivaient, changeant de perspective. Nous avons vu comment la femme a été acculée au centre d'un carrefour vide. Elle est tombée, puis a semblé être secouée, comme si quelque chose de colossal pesait sur elle. Le cou de la femme s'est tendu et elle a commencé à s'élever au-dessus du sol. Son corps ressemblait à une poupée de chiffon lorsqu'elle a été soulevée par la gorge, jusqu'à ce qu'elle se retrouve flottant à une douzaine de pieds au-dessus de la route, au milieu du carrefour. Ensuite, la tête de la femme s'est tournée vers la gauche et son corps est retombé au sol. La vidéo s'est arrêtée et est devenue noire. J'étais assis là, bouleversé. Mike a vu mon expression et a dit « Tu n'as encore rien vu ». J'ai demandé s'il était vraiment réel, si ce que j'ai vu n'a pas été altéré. Ce sont des images brutes. Mike a dit que tout ce qu'il avait fait, c'était assembler les clips ensemble. Aucun contenu n'a été touché. Il m'a dit qu'il avait appris que l'incident avait finalement été décrit comme un accident. Et l'affaire, métaphoriquement parlant, avait été laissée ouverte pour recueillir plus de preuves. Mais cela ne s'est jamais produit. Le département a caché l'enregistrement, affirmant qu'il s'agissait d'une défaillance de la caméra. Personne, sauf Mike et son chef, n'avait vu la vidéo de la façon dont la pauvre femme était réellement décédée. J'ai commencé à comprendre à quel point Mike était sombre. Mike a lancé la prochaine vidéo. Celle-ci portait le nom de code « Crabe noire » et était beaucoup plus longue que la précédente. Il a commencé dans le métro, à la station Gallieni, peu de temps après sa fermeture pour la nuit. Gallieni était le terminus de la ligne, avec d'un côté un nouveau complexe résidentiel et de l'autre une forêt vierge et des marais. La caméra était orientée vers le bas le long du quai du métro depuis le côté est, montrant toute sa longueur avec ses bancs et ses poubelles. Au bout du tunnel, l'obscurité régnait. Les lumières sur le quai se sont éteintes, plongeant la station dans l'obscurité. La caméra est passée en vision nocturne et tout est devenu à nouveau visible. Mes yeux étaient rivés sur le quai, attendant quelque chose à se produire. Enfin, il y a eu du mouvement. Il venait du tunnel. Au début, il était difficile de dire ce que c'était exactement, car ces mouvements étaient étranges.
et les images étaient granuleuses. Mais il s'est approché de la caméra et j'ai pu le voir plus clairement. C'était comme un être humain, un homme. Mais il marchait à 4 pattes, à l'envers. Son dos était courbé en arc et son ventre était tourné vers le plafond. Il avait de longs cheveux sombres traînant par terre et il était habillé dans une vieille veste déchirée et des pantalons déchirés. Il se déplaçait comme un crabe par saccades, mais rapidement et facilement, se frayant un chemin vers l'escalier. Les images ont basculé sur une nouvelle caméra dans le couloir sombre menant à l'escalier de la station. Nous avons observé le crabe humain monter 2 marches à la fois, puis franchir les tourniquets et se diriger vers la sortie. La prise de vue a encore une fois été interrompue, cette fois à l'extérieur de l'entrée de la station. Le crabier comprimait, se tordait et manœuvrait son corps à travers les portes d'entrée verrouillées et fermées. Cela semblait impossible. Mais il l'a fait. Une fois à l'extérieur, le crabier a regardé autour de lui, puis a filé vers la forêt et a disparu. 1 heure plus tard, les images ont repris et le crabier est réapparu dans la forêt. Il traînait dans sa gueule une petite créature par la queue. La créature ressemblait à un chat. Le crabier s'est faufilé de nouveau à travers les portes, a rampé à travers la station et a disparu dans le tunnel du métro. Mike a encore une fois remarqué mon expression et a dit que ce n'était pas tout. Il m'a montré la durée de la vidéo, qui durait plus d'1 heure. Mike avait rassemblé plus de 20 clips montrant le crabier sortant de la station de métro et s'enfonçant dans la forêt. Mike a fait défiler la vidéo jusqu'à la fin. Et nous avons vu le crabier sortir de l'égout dans une ruelle du centre-ville. Il s'est approché d'un tas de sacs poubelles et de cartons. Puis il a sauté dessus et quelque chose d'atroce a commencé. Il y avait quelqu'un d'autre dans le tas d'ordures. Les bras et les jambes s'agitaient, comme s'ils luttaient pour leur vie. Ensuite, tout mouvement s'est arrêté. Les bras et les jambes se sont figés. Le corps du crabier bougeait par saccades, mais je ne pouvais pas voir ce qui se passait à cause de l'obscurité et des sacs poubelles et des boîtes qui obstruaient la vue de la caméra. Mike s'est penché vers moi et a chuchoté que le crabier avait mangé le sans-abri. Cela a déclenché une enquête criminelle, car le cadavre a été retrouvé mutilé et en état de décomposition avancée dans une ruelle. Mike a suivi le déroulement de l'enquête. Il a découvert que le crabier était un homme nommé David Fletcher. Des décennies auparavant, David était un avocat renommé avec une famille. Un jour de Noël, un incendie a ravagé sa maison, tuant sa femme et ses enfants. C'était la faute de David. Il a tout perdu, y compris sa santé mentale. Chaque personne a un point de rupture, qu'elle en soit consciente ou non. C'est là où les nerfs se tordent trop, puis se brisent. David a trouvé le sien. Sa famille et ses amis décrivaient sa descente aux enfers comme cauchemardesque. David a fini par vivre dans la rue, tombant dans la drogue et sombrant dans la maladie mentale. La dernière fois qu'on en a entendu parler remonte à 10 ans. Il s'est jeté sous un métro à la station Gallieni et depuis, plus personne n'a entendu parler ni vu de lui. Il s'est avéré que d'une manière ou d'une autre, David a survécu à l'impact dans le métro. Sa colonne vertébrale était brisée et a guéri de manière étrange, ce qui l'a fait bouger de cette manière particulière. Il s'est adapté à sa nouvelle posture
et a vécu dans l'obscurité des tunnels du métro, se nourrissant des eaux usées et des animaux sauvages qu'il attrapait. Mike a découvert cela. Du moins, c'est ce que les enquêteurs ont affirmé lors de leur enquête. Mais ensuite, il a dit « Ce n'était qu'une réponse donnée par les enquêteurs. Qui sait où se trouve la vérité ?» Mike a dit que sur les vidéos qu'il a vues, il y a toujours une réponse. 6 réponses étaient-elles véridiques ou non? Personne ne le savait. Mais celle qui devait être rendue publique exigeait des explications, aussi absurdes qu'elles puissent paraître. De toute façon, David n'a jamais été retrouvé et il n'est plus apparu sur les images du métro. Mike a connecté un nouveau disque dur. Il s'est servi d'une boisson fraîche et a dit que c'était précisément cela qui le préoccupait. Le fichier portait le nom de code « Miroir nuageux ». Je n'étais pas sûre de vouloir le regarder, mais avant que je ne puisse protester, Mike a appuyé sur le bouton « Lecture ». Sur tous les écrans, des images de différents carrefours du centre-ville sont apparues, avec la date et l'heure exacte indiquées. Il y en avait 5 en tout. Les rues sur chaque écran étaient vides et silencieuses. Pas de voitures, pas de gens. Soudain, au même moment au centre des carrefours, une légère lueur est apparue. C'était une sorte de sphère, d'environ la taille d'une boule de bowling. Les lampadaires autour d'elle pulsaient avec des ondes d'énergie alors que la sphère grandissait en taille. Elle est devenue aussi grosse qu'un ballon de plage. Ensuite, il a éclaté. Les lampadaires de rue sont revenus à la normale et le carrefour est redevenu aussi désert qu'auparavant. J'ai demandé à Mike ce que c'était. Il m'a dit qu'il avait des gigaoctets de vidéos d'orbes et qu'il les avait regardées à plusieurs reprises. Il ne savait pas ce que c'était au début. Ensuite, ils ont commencé à changer. Mike a alors passé à la vidéo suivante. Et encore une fois, sur les 5 écrans, les mêmes intersections et la même heure de la journée ont été affichées. Mais quelques semaines plus tard, les lampadaires de rue brillaient et pulsaient. Et encore une fois, une sphère est apparue. Elle a grandi jusqu'à la taille d'un ballon de plage. Mais ensuite, sa surface et sa luminescence ont changé. Quelque chose de gazeux l'a remplacée, s'étendant vers